Salut, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture, mon point lecture d'octobre, parce que je suis en retard encore, je sais pas quand paraîtra cette vidéo, mais je la tourne déjà fin novembre. Pas ouf, franchement pas ouf niveau délai. Mais bon, je fais comme je peux. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mes lectures d'octobre. J'ai choisi, non pas comme en septembre, de ne pas présenter mes lectures des moins bonnes, entre guillemets, jusqu'aux meilleures, mais cette fois-ci de les présenter dans l'ordre dans lequel je les lus, parce que je trouve ça assez représentatif de mon mood de lecture. Il y a des périodes où je ne lis que des albums, des périodes où je ne lis que des mangas, mais ne vous en faites pas, si vous n'êtes pas spécialement adepte d'albums, il va y avoir des romans. Pareil pour les mangas, j'ai lu beaucoup de choses différentes dans ce mois-ci. Bref, on commence tout de suite avec deux albums des mêmes auteurs. Il s'agit de Aspergus et moi, ainsi que Le Train Fantôme, c'est de Didier Lévy et Pierre Vaquez, et ils sont tous deux publiés aux éditions Sarbacane. Je vous les présente en même temps puisqu'ils sont traités de la même façon, puisqu'ils sont écrits et illustrés par les mêmes personnes, mais les histoires sont bien différentes l'une de l'autre. Dans Aspergus et moi, nous allons suivre une petite souris qui va accompagner le maître Aspergus, qui est un grand peintre, et cette petite souris, elle va aider cet artiste à réapprécier son travail artistique parce qu'il est tellement doué, ce maître Aspergus, qu'il ne prend plus plaisir à peindre, et le personnage principal va lui faire apprécier de nouveau le geste artistique, la peinture, et c'est un album qui m'a beaucoup touchée, notamment car lorsque l'on dessine on se pose beaucoup de questions, de même que lorsque l'on écrit, et pour le coup cette petite souris elle pose de véritables questions, et la retranscription illustrée de cette histoire de Didier Lévy par Pierre Vaquez est absolument formidable. Je reviendrai sur la technique juste après vous avoir fait le résumé de Le Train Fantôme. Dans Le Train Fantôme, c'est une histoire beaucoup plus poussée que l'on va découvrir, bien que déjà Aspergus et moi soit très complexe. Ici on va suivre Lina qui va chercher son frère Jonah qui a disparu, et du haut de ses 8 ans, la fillette courageuse va partir à sa recherche et va atterrir dans le train fantôme. Alors cet album, il ne s'adresse pas à un public vraiment jeunesse, puisque les thématiques qui sont abordées sont notamment celles de la dépression et du suicide, et cela est retranscrit à merveille dans cet album. Alors aucune image très compliqué à regarder, mais toujours une ambiance assez noire, assez sombre, qui revient dans Aspergus et moi, et qui en vérité est le résultat d'une technique de gravure, une technique d'illustration bien particulière. Je vais vous en parler rapidement aujourd'hui, mais une vidéo dédiée à la gravure dans l'illustration jeunesse arrivera prochainement, donc je ne vais pas trop en dire parce que ces albums sont le point clé d'une des techniques qui s'appelle la manière noire. Donc le truc particulier de ces albums, c'est qu'ils sont réalisés en gravure, c'est-à-dire que Pierre Vaquez, eh bien, il a gravé des plaques de métal, il me semble que c'est du cuivre, et en fait la plaque est toute noire et il va ramener des blancs en la grattant avec un outil particulier, et c'est ce qui fait que ces illustrations sont très sombres. En fait c'est comme si on dessinait sur un papier noir à la craie blanche, et évidemment on va pas recouvrir tout papier noir de craie blanche et après revenir faire du noir. C'est pour ça que son travail est sombre, et c'est pour ça que cela crée une ambiance très particulière que personnellement j'ai beaucoup apprécié. Donc deux très belles découvertes, et en plus de cela, eh bien j'ai pu rencontrer Pierre Vaquez et il m'a fait une magnifique dédicace avec sa petite souris là qui peint la lune. Fabuleux. Et en plus c'est une très belle personne, j'ai pu longuement échanger avec lui, très enrichissant. Voilà, j'ai très bien commencé le mois avec ces deux lectures d'albums. Lors de ma rencontre avec Pierre Vaquez, donc je me suis déplacée à un festival d'illustration jeunesse, et bien ce n'était pas le seul illustrateur à être présent, il y avait aussi Marc Majewski. Alors bien évidemment je prononce certainement très mal son nom, mais c'est un illustrateur de talent que je suis sur Instagram depuis très longtemps et dont j'adore le travail, et ma surprise fut énorme lorsque j'ai découvert qu'il avait un stand à ce micro-festival d'illustration. Et bien évidemment je ne suis pas repartie sans l'un de ses albums, et j'ai choisi Frileux, l'ours qui n'aimait pas l'hiver, qui est un de ses premiers travaux, et c'est publié chez Sarbacane, et l'histoire de ce livre, eh bien elle est écrite par Séverine Vidal, une autrice que j'adore énormément, notamment pour ses livres parus chez la collection R et Sarbacane, dont Désastre et Soleil glacé, deux livres que j'ai beaucoup aimés, donc que demander plus qu'un illustrateur qu'on adore et une autrice qu'on adore dans le même album. Donc Frileux, c'est l'histoire d'un petit ours, comme le suggère le titre, qui n'aime pas l'hiver, et en fait tous ses amis vont tout faire pour lui rendre le sourire parce que il est très triste d'être en hiver, il n'a pas envie d'être en hiver, et c'est avec finesse que l'illustrateur appose un dessin très coloré, très vif, et nous propose une histoire très touchante sur cet ours qui n'aime pas l'hiver. C'est assez aberrant, mais justement ça apporte une touche d'humour très belle, très simple aussi, parce que c'est tellement aberrant que c'est simple, mais c'est vraiment très bien retranscrit graphiquement et à l'écrit. Donc pareil, une très belle découverte qui est elle aussi dédicacée, et la dédicace est fabuleuse. En fait on a l'impression que c'est une illustration et pas une dédicace. Voilà, la dédicace a été peinte directement sur le livre et j'en suis très fière, amoureuse de cette dédicace, vraiment. Toujours à ce même festival d'illustration, j'ai eu l'occasion de rencontrer Julie Colombet pour son livre Le Grand Défilé des Animaux, et j'ai adoré son travail illustratif. Elle a un trait
Ces animaux sont d'un réalisme mais avec des yeux hyper drôles, donc j'ai pas le livre entre mes mains puisque je l'ai prêté à une de mes camarades de classe, mais c'est un album jeunesse absolument fabuleux qui semble refléter avec beaucoup d'intelligence une exposition d'une galerie des animaux, comme par exemple au Muséum d'Histoire Naturelle où on a plein d'animaux empaillés qui semblent cheminer tous ensemble. C'est le même principe sauf qu'elle a catégorisé ces animaux par des catégories vraiment très spéciales. Personnellement j'ai adoré, il y a beaucoup de renseignements, notamment des noms derrière ce travail, mais aussi beaucoup de détails dans le dessin, donc une très très belle découverte et une illustratrice vraiment passionnée qui m'a complètement absorbée par ses propos. J'ai adoré échanger avec elle. Et pour poursuivre dans les albums, cette fois-ci on sort une autre dédicace qui s'est déroulée à Paris et pour l'occasion j'ai lu le livre. Il s'agit de La meilleure maman du monde, c'est le nouveau livre illustré par Benjamin Lacombe et écrit par Sébastien Pérez et c'est publié aux éditions Margot et j'ai absolument adoré ce livre. J'ai une petite dédicace de Benjamin Lacombe. Une belle araignée bien adorable, pas du tout méchante, adorable. Et en fait dans ce livre, l'auteur se questionne sur quelle est la meilleure maman du monde et cela à travers plein d'espèces. Donc on a notamment la maman araignée, la maman renard, la maman lapin, la maman biche, etc. Et toutes ont des particularités très spéciales qui font qu'elles sont en quelque sorte la meilleure maman du monde. Mais la moralité de l'histoire n'est pas celle-là, ce n'est pas le but d'élire la meilleure maman du monde. Vous allez voir en le lisant, les illustrations sont très belles, la mise en page aussi, c'est onirique et c'est tout doux. J'ai beaucoup aimé personnellement, ça change de ce que j'ai l'habitude de découvrir de Benjamin Lacombe et bien évidemment ça m'a plu notamment pour cette raison. Désolée à tous ceux qui n'aiment pas spécialement les albums jeunesse, mais je suis toujours heureuse de vous en parler parce que cela permet de faire des découvertes d'autres choses que ce que l'on voit passer sur Booktube, Bookstagram et sur la blogosphère. Donc évidemment je vous en parle avec passion, en tout cas j'espère que je fais ressentir ma passion pour l'illustration jeunesse. Mais maintenant on passe à un roman dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne parce que j'ai fait un point de lecture dédié à celui-ci. Il s'agit du premier tome de Le Prince Cruel de Holly Black, publié aux éditions Rajo. Alors oui, j'ai enfin lu ce roman dont on entend tant parler partout et j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai bien aimé, je vais pas mentir, c'était addictif, la plume de Holly Black est très simple mais très prenante et bien que cela mette très longtemps à démarrer, eh bien j'ai aimé ma lecture. Au début j'ai pas apprécié les personnages, j'ai beaucoup aimé tout de suite l'univers, bien qu'il ne soit pas encore très détaillé dans ce premier tome, mais je ne vais pas vous mentir, Jude et notre ami Cardan, là, que tout le monde adore, eh bien je les ai pas aimés tous les deux, je les trouvais à la fois puérils, ils avaient des questionnements vraiment enfantins, bien qu'ils aient des passés ténébreux tous les deux, et en fait, au milieu du livre, lorsque les choses ont commencé à se dégager, ou alors plutôt à s'en mêler encore plus quand l'intrigue a commencé à prendre véritablement place, eh bien j'ai apprécié ces personnages pour leur complexité, parce qu'on va pas se mentir, Holly Black elle a créé de sacrés caractères à ses personnages et j'ai beaucoup aimé pour cette raison. Bon après, je suis très critique envers ce livre, comme je vous le disais dans mon avis lecture que je vous remettrai d'ailleurs dans le petit i, je suis très critique vis-à-vis de ce livre parce que j'en ai entendu que du bien et évidemment j'ai cherché à trouver la petite bête, le petit truc qui me dérangeait, mais je dois vous avouer que c'était vraiment une excellente lecture et je n'ai pas l'habitude de lire des livres avec des ennemis to lovers. C'était certainement même mon premier et j'ai beaucoup aimé, oui, encore une fois j'ai beaucoup aimé. Après cet interlude roman, on repasse aux albums parce que, comme je vous l'ai dit, au mois d'octobre j'ai lu énormément d'albums jeunesse, c'était mon mood. En vérité, pendant le mois d'octobre j'étais dans l'écriture de mon mémoire pour les cours, donc j'ai eu beaucoup de mal à me plonger dans des lectures très longues, ça me faisait juste simplement du bien de lire des petites choses simples, des albums jeunesse, et c'est la raison pour laquelle je me suis plongée dans des albums jeunesse dont je n'avais jamais entendu parler et que j'ai adoré, à commencer par peut-être une histoire sur les talents infinis de chacun d'entre nous. C'est écrit par Kobi Yamada et illustré par Gabriela Barouche et c'est publié chez Le Lotus et Le Petit Éléphant et j'ai adoré. Cet album jeunesse, il offre à chacun la possibilité de faire de grandes choses, tout simplement. Il permet de se remettre en question et aussi d'éveiller ses talents. Alors bien évidemment, c'est pas grâce à cette lecture que hop, on se découvre un talent extraordinaire. C'est simplement qu'il concilie chacun avec le fait qu'un talent réside en nous, qu'il suffit simplement de l'exploiter, de le trouver. Et c'est vraiment très beau, très poétique. L'écriture est très prenante, enivrante, j'ai envie de dire. J'avais envie de me parer des mots de l'autrice tellement c'était beau. Et pareil, les illustrations sont d'une telle douceur, on suit un petit enfant, donc je pense une petite fille selon moi, qui traverse des univers plutôt surréalistes, et cela toujours avec poésie. Donc par exemple ici, des champignons, ces illustrations elles sont toutes très poétiques et elles m'ont toutes simplement absorbée. Vraiment une lecture très inspirante, très belle. Je ne pensais pas du tout me plonger dans une histoire comme celle-ci en ouvrant ce livre et ça a été d'autant plus merveilleux à découvrir. Le prochain album dont je vais vous parler, il s'agit de Le Bison non non de Victoire de Changy et Marine Schneider. C'est publié chez Cambourakis et c'est joyeux, c'est très prenant et surtout c'est très drôle mais en même temps adorable. On suit le bison non non. C'est un bison qui ne parle pas parce que ses poils lui tombent devant le museau et on ne comprend pas ce qu'il dit, on ne voit pas ce qu'il dit. Et en fait il va faire plein de rencontres et ne
va pas pouvoir échanger avec celle-ci, il en est très malheureux. Et un jour, bien évidemment, il va lui arriver quelque chose de génial, il va faire la rencontre de ce petit être qui va changer son destin. Alors, je vous fais son résumé comme ça, ce livre je me souviens plus exactement de l'histoire, de comment cela se déroule, mais c'est une histoire qui est simplement très touchante. J'ai beaucoup aimé les graphismes et les couleurs dans ce livre. Bien évidemment, ce n'est pas l'histoire du siècle. Je ne vais pas mentir, je n'ai pas été complètement transportée et je pense pas que c'est une histoire qui transporte aussi les plus jeunes, mais les illustrations sont tellement oniriques que personnellement j'ai beaucoup aimé. Regardez comme c'est beau, j'adore. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense qu'il faudrait que je le relise pour prendre pleinement conscience de l'écrit de cet album. Voilà, une belle découverte, mais ça s'arrête là. On change totalement de registre, on passe cette fois-ci à un roman, enfin plutôt un essai, un livre que j'ai lu dans le cadre de l'écriture de mon mémoire. Et du coup, c'est pas un sujet très sympa. Ce livre, il s'agit de Ou peut-être une nuit de Charlotte Pudlowski, c'est publié aux éditions Grasset. Et en fait, ce livre, il traite de l'inceste et du silence qui l'entoure. C'est un livre que j'ai lu suite à l'écoute du podcast de Charlotte Pudlowski, donc qui a été publié par Louis Média. C'est un podcast que je recommande vraiment très chaleureusement. D'ailleurs, je prévois, je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, mais je prévois de vous faire une vidéo sur les livres qui traitent de l'inceste parce que j'ai lu beaucoup de choses dans le cadre de mon mémoire et vraiment il y a des petites pépites à découvrir, des livres qui en parlent d'une façon assez bouleversante et tellement pertinente que j'aimerais vous en parler plus en détail dans une vidéo. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur Ou peut-être une nuit, qui est un livre comme je n'en ai jamais lu. C'est un livre qui regroupe des interviews, qui regroupe des citations tirées d'autres ouvrages traitant de la thématique. C'est un livre d'une pertinence absolument géniale. J'ai plié quasiment toutes les pages tant il y a de choses à dire. En fait, Charlotte Pudlowski, elle a un vide en elle, un vide qu'elle va tenter de combler en interrogeant sa maman, et elle va découvrir que celle-ci a vécu un inceste lorsqu'elle était jeune et que cela s'est répercuté à travers les générations. En fait, Charlotte Pudlowski a comme un traumatisme qu'elle n'a pas vécu, le traumatisme qu'a vécu sa mère, et elle va décider de pointer du doigt cette thématique, l'inceste, qui est tabou, et elle va faire cela avec beaucoup d'intelligence en se renseignant énormément, en interviewant des victimes, mais en interviewant aussi des psychologues, des personnes spécialistes du sujet, et c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai lu ce livre, qui n'est donc pas une histoire à proprement parler, bien que l'histoire de la maman de Charlotte Pudlowski ainsi que d'autres victimes soit racontée dans ce livre. On passe maintenant à quelques mangas. J'ai lu le premier tome de Marion de Yu Ikaza et c'est publié aux éditions Komiku. Il me semble que c'est une duologie, donc il me tarde de découvrir la suite. Dans ce livre, nous allons nous retrouver à Paris en 1940 et nous allons suivre Marion, qui est la meneuse d'une bande de garnements qui fait les poches aux gens sur le marché pour pouvoir se nourrir. Seulement un jour, lorsqu'elle va chanter, eh bien cette jeune femme va être repérée par quelqu'un pour jouer le rôle de Jeanne d'Arc dans une pièce de théâtre, dans une comédie musicale, et le destin de Marion va changer du tout au tout. Ce que l'on va découvrir dans ce manga, eh bien c'est son quotidien au présent, c'est ce qui va lui arriver, c'est l'ouverture de la scène pour cette jeune femme talentueuse, mais on va aussi découvrir son passé qui est assez tumultueux et complexe. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé, notamment parce qu'il se déroule à Paris et que j'ai pu repérer certains détails. Bref, ça m'a beaucoup plu, j'attends de découvrir la suite. C'est narré avec sensibilité et beaucoup de simplicité, et surtout j'ai beaucoup aimé les graphismes. Comme je vous le dis souvent, je suis pas une très grande fan du graphisme manga, là pour le coup il est vraiment présent, notamment dans les yeux, le travail des yeux. Mais pourtant, j'ai vraiment adhéré parce que je me suis bien retrouvée dans l'histoire et du coup les graphismes m'ont pas posé plus de problèmes que ça, enfin juste les yeux. Toujours j'en reviens aux yeux, mais le reste est vraiment très bien travaillé, donc une belle découverte. J'attends de découvrir le 2, dès que j'ai un peu d'argent je fonce acheter la suite. On poursuit avec les mangas, j'ai lu les 2 tomes suivants de Running Girl, donc j'avais lu le tome précédent il me semble le mois dernier, et j'avais absolument adoré. Dans Running Girl, nous suivons une jeune femme qui a été amputée et qui va devoir réapprendre à vivre tout simplement, mais surtout réapprendre à être passionnée par quelque chose, et elle va se découvrir une passion justement pour la course. Elle va enfiler des lames fabriquées par un homme qui se dédie à cela et qui rêve de créer les lames les plus performantes qu'il existe, donc les lames qui est accroché pour remplacer le membre amputé, et grâce à cela cette jeune femme, eh bien, elle va courir pour participer aux Jeux Paralympiques. C'est une histoire qui m'a vraiment touchée, je ne saurais pas poser exactement le mot pour en parler, mais en fait c'est vraiment idéaliste, c'est une vérité que je rêverais voir s'exaucer devant mes yeux, parce que le destin de cette jeune fille se transforme très rapidement et devient très rapidement très inspirant. Mais oui, voilà, ce manga est inspirant, c'est une lecture que je ne vais pas oublier de sitôt, et c'est un manga qui est en 3 tomes. Gros point positif. Personnellement, je lis très peu de mangas de sport, mais en ce moment, à chaque fois que j'en lis un, j'ai adoré. Et là, pour le coup, lire un manga qui traite du handicap, mais aussi du sport par la même occasion, et de la persévérance, et bien franchement, une vraie claque. Je pense que je peux affirmer que c'est une saga coup de cœur parce que ces 3 tomes ont été tous les 3 carrément enivrants et positifs. Plus que 5 livres à vous présenter, dont un album de manga et 2 romans, et on va commencer par l'album. Il s'agit de Nina, l'histoire de Nina Simone de Tracy M. Todd et Christian Robinson. C'est publié chez Didier Jeunesse et j'ai adoré cette lecture qui retrace l'histoire d'une chanteuse et musicienne de jazz. Elle s'appelle Nina Simone et elle est extrêmement talentueuse. Et
par sa voix, elle a participé à donner une voix à son peuple opprimé. C'est vraiment une histoire que j'ai adorée. C'est une histoire vraie bien évidemment qui est romancée ici pour proposer une histoire à la jeunesse. Je ne connaissais pas l'histoire de Nina Simone, enfin je connaissais l'artiste seulement de nom, mais découvrir son histoire à travers un album jeunesse et que ce soit retranscrit aussi bien à travers des graphismes très percutants parce que les illustrations sont réalisées en découpage de différents papiers et en peinture. Bref, c'est très incisif, très beau et découvrir la musique à travers des illustrations aussi belles, et ben c'est tout bénéfique, tout bonus. Vous commencez à voir la pile derrière là, je suis en train d'empiler les livres depuis tout à l'heure, ça fait un sacré bazar. Bref, poursuivant, le prochain livre il s'agit d'un recueil de poésie écrit par Baptiste Beaulieu, c'est La joie et le reste et c'est publié chez l'Iconopop, donc c'est un titre issu de la 3e saison de l'Iconopop parce qu'ils organisent leur parution par saison, donc 3 livres paraissent à chaque fois, à chaque saison. J'ai lu les 6 précédents et je me suis lancée dans la nouvelle saison, seulement celui-ci ne m'a pas vraiment captivée et cela a freiné mon énergie pour la lecture de la saison 3 de l'Iconopop, mais bon, passons. Donc ce sont des poèmes illustrés par l'auteur lui-même, et Baptiste Beaulieu il se pose des questions sur lui-même à travers les textes, à savoir sur sa foi, sur l'homosexualité et sur la médecine. Il confie ses joies, ses peines et ses souffrances, et il parle de l'amour avec tendresse et humour. Enfin, personnellement j'ai apprécié ma lecture lorsque j'étais plongée dedans, mais lorsque j'en suis sortie, eh bien je dois avouer que je me souvenais plus de grand chose, et souvent ça c'est mauvais signe me concernant. Malgré tout j'ai posé quelques post-it, ce qui veut dire qu'il y avait des passages qui m'ont touchée, qui m'ont beaucoup parlé. Je vais vous en lire un extrait simplement pour que vous ayez une idée de la plume de cet auteur que je découvre à travers ces mots-là. Des miettes de possibilités, il nous en reste parfois. Tirer de nos tiroirs une image, un objet, une photo, des morceaux de mémoire. C'est la nostalgie qu'on déterre, comme une douceur secrète, le temps d'une cigarette amère. En fait, je crois me souvenir que j'ai adoré les thématiques qu'il aborde, mais ce qui m'a un peu posé problème, c'est ce besoin assez fréquent de faire rimer ses vers. Et moi je suis vraiment une adepte de la poésie contemporaine où les rimes n'ont pas leur place, en tout cas n'ont pas leur place dans la sonorité spécialement et dans la composition du texte. Je préfère lorsque le texte est travaillé sur le rythme, enfin bref, ça c'est vraiment un avis personnel, mais en tout cas les thématiques abordées par Baptiste Beaulieu m'ont beaucoup touchée, donc encore une fois, même si je dis que je suis déçue, c'est simplement que je suis tellement accro aux parutions de l'Iconoclaste que ce titre aussi ne m'a pas semblé à la hauteur. C'est un peu méchant, mais bon, des fois il faut être un petit peu méchant dans la vie. Non, en fait, il n'y a pas besoin. Mais bon, bref, une belle lecture, mais pas aussi belle que ce à quoi je m'attendais. On passe au manga et je vais aller très rapidement sur ce titre-ci puisqu'il s'agit du 6e tome de Shadows House de Somato publié aux éditions Glénat. Vous savez mon amour pour Shadows House, en tout cas si vous ne le savez pas c'est que vous avez loupé un épisode, je vous en veux pas, vous inquiétez pas. Je suis une grande fan de cette saga qui est certainement l'une de mes préférées du rayon manga puisque c'est une saga qui est fantastique et qui en mêle en même temps du thriller, qui est un peu horrifique. C'est une saga avec beaucoup d'énigmes à l'intérieur de celle-ci. Lorsqu'on se lance dans le résumé, lorsqu'on se lance dans le premier tome, on ne s'attend pas à ce qu'il se passe autant de choses par la suite et qu'il y ait autant de révélations parce que ce manga n'est que révélation et palpitation et très palpitant quoi. J'ai adoré une nouvelle fois l'histoire de Kate et Miliko que l'on suit au sein du manoir des Shadows et dans ce manoir il se passe beaucoup de choses étranges et plus on en lit, plus on en apprend, plus c'est encore étrange, plus c'est étrange encore. Plutôt. Et ce tome 6 ne déroge pas à la règle, c'était vraiment flippant. Et ce mois-ci j'ai aussi découvert le travail d'un nouveau mangaka ou une nouvelle mangaka, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Il s'agit du travail de Makoto Ojiro et c'est à travers Insomniac, le premier tome publié chez Soleil Manga, que j'ai découvert son trait très calme, très apaisé et ses histoires qui racontent des tranches de vie, et ici c'est une très belle tranche de vie de 2 adolescents, tous deux insomniaques, qui vont se retrouver au sein de l'observatoire de leur école pour créer un cocon pour pouvoir essayer de retrouver une vie normale parce que ces deux adolescents ne parviennent pas à dormir la nuit et tentent tant bien que mal de redevenir à un quotidien normal en se reposant pendant les siestes dans ce lieu qu'ils vont apprivoiser tous deux. J'ai vraiment adoré ce premier tome et je pense lire la suite très prochainement. Pareil que pour Marion, j'attends juste d'avoir les sous pour courir acheter la suite parce que c'est vraiment tout doux et c'est le genre de manga que j'adore lire avant de me coucher pour m'apaiser après avoir travaillé toute la journée. Donc une belle découverte. Et en novembre, donc ce mois-ci, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai lu un autre titre de Makoto Ojiro, donc c'est La fille du temple au chat il me semble. Du coup, en novembre, j'ai lu La fille du temple au chat, et sincèrement si vous voulez découvrir le travail de cette mangaka ou ce mangaka, je vous conseille plutôt Insomniac, même si La fille du temple au chat est sympa, Insomniac c'est mieux. Voilà. Mais je vous en reparle le mois prochain de celui-ci parce qu'il est très sympa aussi. Et enfin, le dernier livre de ce point lecture qui est de loin ma meilleure lecture du mois d'octobre, il s'agit du premier tome de La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, et
J'ai adoré. J'ai lu ce livre parce que je me suis rendue à la rencontre avec Alric et Jennifer Twice à l'occasion de la parution du tome 2. J'ai eu le droit à 2 belles dédicaces, un marque-page et un petit sac. Enfin bref. On n'est pas là pour parler goodies. Dans ce livre, nous allons suivre Arya qui va se découvrir un pouvoir à travers les mots. Mais avant cela, elle va vivre pas mal d'épreuves assez complexes. Bien qu'elle soit passionnée par les récits fantastiques mêlant magie et terre inconnue, eh bien elle n'a jamais quitté son royaume et jamais vu d'acte magique puisque au sein de son royaume, le royaume d'Hélios, cela est interdit. Un traité restreint l'utilisation de la magie et la jeune fille nourrit donc son imaginaire à travers les livres. Elle est aussi passionnée de pâtisserie et c'est lors de la fête qui célèbre le renouvellement du traité que sa vie va basculer puisque des opposants à la couronne ainsi que des cavaliers de glace, j'en dis pas plus, vous verrez si vous lisez ce livre, vont envahir la capitale et Arya va être contrainte de fuir ne retrouvant pas sa famille. C'est là qu'elle va découvrir qu'elle est plus particulière qu'elle ne le croit et que va s'engager sa quête qui va traverser différents espaces dans le royaume. C'est assez incroyable l'épopée qu'elle va faire et surtout les personnages qu'elle va rencontrer parce que Arya n'est pas la seule dans cette histoire. Sur son chemin, elle va croiser tout d'abord Killian, puis sa reine, puis Alric et ces 3 hommes vont l'accompagner dans son périple où elle va apprendre à devenir la passeuse de mots qu'elle est, puisque son destin est le suivant. Arya est une passeuse de mots et c'est elle qui doit sauver son royaume. Certes, ce point de départ ça peut sembler cliché, mais l'histoire est tellement forte, elle s'approprie plein de codes des univers fantastiques et de fantasy pour en faire quelque chose de terriblement original et bien évidemment le lien aux mots m'a séduit. C'est un énorme coup de cœur et si vous voulez en apprendre plus, je vous invite à aller regarder mon avis détaillé pour ce livre que j'ai trouvé tout simplement incroyable. Voilà, on arrive à la fin de ce point lecture. J'ai lu pas mal de livres au mois d'octobre, bien que la plupart d'entre eux soient des graphiques très courts, des albums. J'ai lu 17 livres pour 2900 pages. C'est assez peu comparé à d'habitude, mais je suis plutôt contente parce que j'ai fait vraiment de belles découvertes et je me suis sortie de ma zone de confort, notamment à travers des albums que je n'aurais jamais lus par moi-même, ainsi que par un essai, ce qui ne se retrouve jamais dans mes lectures d'habitude, donc c'est vraiment un bilan plutôt positif pour moi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que certains des livres que je vous ai présentés vous tentent. Si c'est le cas, on se retrouve en commentaire, j'ai hâte d'échanger avec vous. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Salut!